Bienvenue à ce webinaire organisé par les 5 Europe Direct en Pays de la Loire. Nous sommes très contents de vous dire 5 puisque jusqu'à présent, nous étions 4 jusqu'au 1er mai et Europe Direct Angers, Maine-et-Loire vient d'avoir la réponse positive de son intégration dans le réseau des Europe Direct France. Et donc maintenant, vous avez un Europe Direct par département des Pays de la Loire, un en Maine-et-Loire, donc basé à Angers, un pour la Loire-Atlantique basé à Nantes, un autre pour la Mayenne basé à Laval, un en Sarthe basé au Mans et le dernier en Vendée basé à La Roche-sur-Yon. Voilà. Donc ce soir, ce webinaire s'inscrit dans le cadre des manifestations pour célébrer l'Europe, puisque hier, nous étions le 9 mai, journée de l'Europe, et que un petit peu partout en France, c'est une occasion rêvée, le mois de mai, pour mettre un focus, une mise en lumière de tout ce que l'Union européenne fait et comment elle impacte notre vie quotidienne. Et on va pouvoir le voir ce soir avec cette particularité 2022 qui est l'année européenne de la jeunesse. Donc, on va encore attendre un petit peu que tout le monde nous rejoigne avant de commencer à vous faire les présentations de nos invités ce soir. Donc, le 9 mai hier, Journée de l'Europe a lancé les festivités un petit peu partout en Union européenne pour célébrer cette grande unité qu'est l'Europe, avec ici ce soir un webinaire. Alors, une formule que l'on a beaucoup utilisée pendant les 2 dernières années et que l'on a souhaité reprendre ce soir pour permettre au plus grand nombre justement d'y participer tout en restant chez soi dans les 5 départements des Pays de la Loire, puisque nous avons la Mayenne, la Sarthe, la Loire-Atlantique, la Vendée et le Maine-et-Loire représentés. Et donc l'avantage de cette formule digitale nous permet, où que l'on soit, de pouvoir être présent et pouvoir échanger ce soir, puisque c'est aussi le but de notre rencontre, de pouvoir poser des questions et de pouvoir enrichir nos connaissances sur les dispositifs liés à la jeunesse en particulier, mais surtout à l'engagement en général citoyen, qui commence en effet par des actions éducatives dès le plus jeune âge. Et on va avoir un panel ce soir qui va montrer des jeunes engagés sur des préoccupations européennes et également concernant les mobilités dans les différents États membres de l'Union européenne. Donc, je vous propose, étant donné qu'il est 18h07, de commencer cette soirée. Donc, merci à tous d'être présents ce soir connectés à ce webinaire organisé par les 5 Europe Direct en Pays de la Loire. Donc, Europe Direct Maine-et-Loire à Angers, Europe Direct Loire-Atlantique à Nantes, Europe Direct en Mayenne à Laval, Europe Direct en Sarthe du côté du Mans et Europe Direct Vendée à La Roche-sur-Yon. Donc, je représente Europe Direct Vendée et je serai votre co-animatrice ce soir pour ce webinaire. Et je serai accompagnée de Julie Angot, que je laisse se présenter. Julie Angot, donc chargée de mission à la Maison de l'Europe Angers Maine-et-Loire Europe Direct. Comme disait Hélène, ravie de retrouver le réseau Europe Direct France. Je laisse la parole peut-être pour se présenter à Isabelle Kaufmann. Bonsoir, donc je suis Isabelle Kaufmann, je suis conseillère d'éducation populaire et de jeunesse à Jeunesse et Sport, donc au ministère en charge de la jeunesse. Je suis basée à Nantes, à la direction régionale du ministère. Et puis, j'ai pour mission notamment d'accompagner, d'informer sur les questions de mobilité internationale et notamment en lien avec les programmes de l'agence Erasmus+. Voilà. Alors, je propose à Hélène Battard de prendre la suite. Oui, bonjour tout le monde. Donc, Hélène Battard, je suis chargée du suivi des chantiers de jeunes bénévoles à la Dragesse des Pays de la Loire, au pôle jeunesse éducation, engagement éducation populaire. Voilà. Merci beaucoup. Et nous avons ce soir justement des jeunes aussi qui sont en mobilité. Donc, je vais passer la parole à Laura Gasco. Oui, bonsoir. Je suis Laura, je suis volontaire
un corporate plan de solidarité à la Maison de l'Europe Angers Maine-et-Loire. Et donc, si moi j'ai dit Laura, toi tu dis Laura parce que tu es originaire de quel pays? Je suis italienne. Très bien. Et je vais passer la parole à Elena Gamero. Oui, bonjour. Bon, oui, je suis Elena Ramiro et je suis un jeune espagnol que j'ai fait un volontariat en service civique au service de relations internationales de la ville de La Roche-sur-Yon avec Hélène Crépeau. Voilà. Et il va nous rejoindre en cours de soirée Alicia Tarot également, mais qui est encore à l'école et qui finit ses cours et donc qui va nous rejoindre dès qu'elle aura terminé. Donc, bienvenue à tous pour ce webinaire du 10 mai 2022 intitulé L'Europe et toi, engagement, action, mobilité, qui s'inscrit justement dans cette année européenne de la jeunesse, annonce faite par Madame Ursula von der Leyen lors de son discours sur l'état de l'Union en septembre dernier. Donc, Madame Kaufmann, pouvez-vous nous dire en quoi consiste cette année 2022, année européenne de la jeunesse, qui sera la première partie de notre soirée? Nous enchaînerons ensuite par une deuxième partie qui consistera à parler un petit peu plus précisément de l'engagement citoyen européen et nous terminerons par justement des témoignages sur comment la mobilité peut s'incarner et peut se développer pour les jeunes Européens. Alors commençons par le début, l'année européenne de la jeunesse. En quoi cela consiste-t-il, Madame Kaufmann? L'année européenne de la jeunesse, c'est une intention en fait de la présidente effectivement de la Commission européenne de vouloir répondre à la crise sanitaire, à ses impacts qui ont particulièrement touché la jeunesse. À un âge où, je cite quasiment son discours de septembre 2021, à un âge où on doit faire des rencontres, des découvertes, des expérimentations. En fait, on a une jeunesse à qui on a dit il faut rester confiné, il faut garder ses distances, il faut arrêter de voyager, etc. Donc, en réaction en fait, à ce contexte difficile, également sur le plan économique, pas uniquement sur le plan relationnel, voire même en termes de morale, en fait. La présidente a proposé dans son discours sur l'état de l'Union européenne au Parlement de faire de 2022 l'année européenne de la jeunesse pour valoriser justement l'engagement de la jeunesse en général et en particulier lors de cette crise sanitaire, et puis pour prendre conscience qu'on ne peut pas construire l'Europe ou continuer la construction européenne sans que la jeunesse y croit, en fait. Et donc, il y a eu l'intention de vouloir favoriser la participation des jeunes à la définition, en fait, des orientations européennes. Il y a donc eu des phases de consultation, en fait, de jeunes au cours de l'automne, des consultations, en fait, avec des propositions et des orientations qui ont été retenues. Et puis, il y a aussi l'intention de valoriser, notamment en mettant en lumière des actions qui sont menées. Alors ça, c'est plus pour la France, en fait. Il y a notamment la possibilité d'inscrire des actions, des événements liés à la jeunesse, pas spécifiquement à la mobilité, en fait, européenne ou internationale, mais des événements autour de la jeunesse qui peuvent être inscrits, en fait, et d'une certaine manière labellisés pour pouvoir figurer sur une cartographie. Je pourrais vous mettre le lien dans le chat. Je pense que certains d'entre vous connaissent déjà, mais voilà, je pourrais remettre le lien dans le chat. Donc, en fait, c'est finalement l'année européenne de la jeunesse, c'est une ambition démocratique, en fait, de rappeler la nécessité d'inclure la jeunesse dans le débat démocratique, en fait, et entendre des propositions. Et donc, là, pour la France, on a notamment comme grande orientation de justement soutenir la jeunesse dans cette période de crise en s'appuyant sur la transition numérique, mais aussi la transition écologique. Et puis, encore une fois, favoriser l'engagement citoyen des jeunes. Donc, il y a eu cette consultation qui s'est jouée à l'échelle européenne. Donc, par définition, ça ne peut pas concerner beaucoup de jeunes dans chaque pays,
Mais après, à chaque échelon territorial, de se rappeler que le renouvellement démocratique, il peut se faire qu'avec les jeunes, en fait, hein, et d'inciter les jeunes de favoriser la participation des jeunes. Et puis, une troisième orientation, c'est de vraiment promouvoir tous les dispositifs, tous les soutiens possibles aux jeunes, en fait, encore une fois, dans ces périodes difficiles où leur développement tant personnel que professionnel ou en termes d'éducation peut être soutenu par les pouvoirs publics. Alors justement, je pense que tout au long de la soirée, avec les témoignages, vous allez pouvoir nous décrire quels sont ces dispositifs qui peuvent accompagner les jeunes. Mhm. Très bien. Julie, je pense que tu avais quelques indications techniques à nous donner parce que on veut ce webinaire interactif et on veut vous faire participer, vous qui êtes aussi derrière vos écrans. Donc, je te laisse la parole, Julie. Oui, alors justement, on est sur ce format webinaire, donc pour les participants, vos caméras et micros sont désactivés par défaut. Néanmoins, vous pouvez tout à fait réagir dans le chat, poser vos questions, n'hésitez pas. Alors, l'idéal, c'est d'envoyer vos questions et vos réactions à tout le monde plutôt que seulement aux hôtes et aux panélistes pour que tout le monde puisse voir et réagir. Et donc, voilà, le chat, c'est l'outil converser ou discuter que vous avez en bas de vos écrans. On se remet un petit peu dans la technique de Zoom, hein, parce qu'on était à fond pendant le confinement, mais ça fait peut-être un bout de temps qu'on n'a pas fait de visio. Et aussi, donc, pour ce webinaire, on vous propose de participer par le biais de l'outil Slido ou Slido. Donc, c'est un outil d'interaction en ligne, très facile d'utilisation normalement. Donc, ça va vous permettre de répondre à des questions et de vous exprimer sur différents sujets en lien avec le webinaire. Donc, comment ça marche? Alors, je vais vous partager justement mon écran. Petite question assez facile pour commencer. Donc, vous voyez, vous pouvez aller sur slido.com. Alors, l'idéal, c'est de le faire de votre téléphone ou de votre ordinateur, mais bon, ça vous fera peut-être un petit doublon. Donc, voilà, slido ou slido.com. Et ensuite, vous avez le code voilà, à inscrire sur le site pour vous permettre de répondre à la première question. Donc j'attends un petit peu peut-être où je vais quand même activer la question et puis les gens rejoindront petit à petit. Donc vous voyez, vous avez toujours le lien slido.com et le numéro 705 371. Et donc la question c'est: avez-vous déjà entendu parler de l'année européenne de la jeunesse? Sans compter bien sûr l'invitation à cet événement et la présentation d'il y a quelques minutes, parce que sinon ça serait de la triche. Donc on voit du 100% déjà. Alors je vois qu'il n'y a que 3 personnes qui sont connectées, 7, ça monte, attention. Vous avez le droit de dire non, hein, ça reste anonyme, donc n'hésitez pas. Ah, quand même. Bon, ça me rassure, parce que l'objectif de ce webinaire, c'est quand même de vous apprendre des choses. Donc voilà, déjà on a un petit échantillon, donc c'est pas, il y a quelques personnes quand même qui n'avaient pas entendu parler de l'année européenne de la jeunesse. Donc voilà, vous voyez l'outil assez simple, on y reviendra à plusieurs reprises pendant ce webinaire sur des questions plus ou moins difficiles. Là c'est oui-non, mais on va aussi avoir un nuage de mots et propositions multiples. Voilà, donc je pense qu'on peut peut-être passer à la partie engagement citoyen. Alors, on va peut-être transformer l'essai parce que, en fin de compte, nos panélistes qui devaient se connecter viennent de m'envoyer un message et ils ont quelques problèmes de connexion. Ah zut. Donc, on va peut-être passer à la partie 2 finalement. On va peut-être la partie 3 qui était sur la mobilité. Ok, pas de souci. Alors, sur la partie mobilité. Donc, en fin de compte, comme le disait Madame Kaufmann, l'année européenne de la jeunesse permet aussi de faire la promotion des différents dispositifs qui sont ouverts aux jeunes. Et là, nous avons parmi nous 2 jeunes filles qui viennent de pays européens pour un séjour en France. Et on va leur demander tout de suite dans quel cadre et avec quel dispositif sont-elles venues. Et peut-être, Julie, tu as
une question avant Oui. de les faire intervenir. Alors, donc, on va revenir sur Slido. Alors, toc, je vous propose de vous reconnecter. Alors, attention, le numéro a changé, mais c'est toujours le même principe. Vous allez sur slido.com et donc vous vous connectez avec le 549 840. Donc, première question. À nouveau, hein, c'est anonyme, donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Est-ce que vous êtes déjà parti à l'étranger? Donc oui dans l'Union européenne, oui hors de l'Union européenne, oui dans l'Union européenne et hors de l'UE, ou non, jamais. Donc je vous laisse vous connecter petit à petit. Donc non, jamais déjà pour commencer. Alors on espère qu'après ce webinaire, tout le monde puisse partir dans l'UE et hors de l'UE. Okay, donc on a quand même des voyageurs hein, dans les participants. Okay, donc ex aequo. Alors, finalement, oui, on a quand même pas mal de personnes qui ont pu partir dans l'Union européenne ou et hors de l'Union européenne. Donc c'est pas mal. Alors, je vous propose peut-être de passer à la suite, sauf s'il y a d'autres personnes qui se connectent petit à petit. On va passer à la prochaine question. Alors là, plus difficile, attention. Quel dispositif de mobilité connaissez-vous? Donc, Service civique international, Corps européen de solidarité, Discover EU, Erasmus+, échange de jeunes, Erasmus+, études, Erasmus+, stage. Bon, il y a bien sûr plein d'autres dispositifs de mobilité, mais bon, on ne pouvait pas tous les mettre, ça ne rentrait pas sur le sondage. Donc, service civique quand même qui est pas mal connu, Erasmus+, études. Nous, de notre côté, c'est vrai que c'est l'Erasmus+ séjour d'études qui est le plus connu parmi nos publics jeunes, mais après, service civique international et Erasmus+ études au coude à coude. On voit déjà que c'est Discover EU qui n'est pas du tout connu. Donc ça, un dispositif assez récent, donc c'est pas non plus trop étonnant. On va peut-être arrêter là et passer donc au témoignage. Alors, merci déjà pour cette participation. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même les dispositifs sont plutôt connus, mais certains un petit peu moins connus que d'autres. Donc, on va partir sur nos jeunes européennes en mission en Pays de la Loire. Donc, je passe tout d'abord la parole à Elena, qui est donc en mission en Vendée. Oui. Bon, je suis ici en Vendée, à La Roche-sur-Yon, au service des relations internationales, comme j'ai dit avant. Et j'ai fait cette volontariat par service civique, qui est un corps de volontaires pour faire volontariat, qui est bon, financé pour l'État français, d'ici, de la France, et bon, qui offre à des jeunes de partir à l'étranger ou ici en France, de faire des volontariats dans différents services. Et, et moi, c'est dans le cadre des services de relations internationales où on fait des activités par rapport à la sensibilisation de l'Europe, dans les écoles ou dans les collèges ou lycées, pour des petits à plus grands. Et aussi, on fait des activités avec des étrangers, avec des partenariats, etc. Donc, vraiment pour tous les mondes, toutes les différentes personnes qu'on se croise. Et bon, je fais le service civique, c'est de 10 mois. Et donc, maintenant, il me reste 2-3 mois parce que je suis arrivée en octobre et c'est jusqu'à août. Et ça me donne une très bonne opportunité de connaître le monde, des étrangers, connaître la langue, parce que aussi pour faire des services civiques, il n'est pas besoin d'avoir un diplôme qui dise tu as quel niveau
des langues pour partir. Moi, quand je suis arrivée, je savais un peu de la langue, mais pas beaucoup. C'est après quand j'étais en immersion et dans le pays, dans la France. Et j'ai écouté, j'ai lu, j'ai écrit et j'ai parlé. J'ai eu besoin de parler pour apprendre la langue. Et par les services civiques, pour les volontariats que j'ai fait, mais aussi dehors, parce que j'ai eu l'opportunité d'avoir des amis, des groupes de Françaises d'ici de France, qui me donnent l'opportunité de parler avec une personne et avec laquelle, bon, qui parle français comme langue maternelle. Et ça donne bon, l'opportunité de parler et d'apprendre le plus. Mais aussi, j'ai connu beaucoup de personnes étrangères avec qui j'ai parlé français, mais aussi par exemple un peu d'anglais, en espagnol aussi, j'ai me croisé des Espagnols. Et donc, c'est une bonne opportunité parce que tu sors de ta zone de confort et ça ouvre beaucoup des idées que tu ne savais pas avant de venir ici. Donc, c'est... ouais. Très bien. Et donc là, le témoignage est assez intéressant parce que vous voyez bien que à partir du moment où on est préparé aussi, alors justement, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment tu t'es préparé mentalement aussi à cette immersion dans un pays qui, t'étais un petit peu connu parce que tu avais fait des échanges chez un correspondant, mais simplement pendant une semaine. Et comment toi, tu t'es préparée, sachant que tu as été un petit peu incertaine par rapport à ton niveau de français, à te dire, ben, j'y vais quand même et j'ai envie de progresser. Oui, c'est bon. Quand j'ai eu les réponses que j'aurais l'opportunité de venir, j'ai commencé à voir un peu des choses en français, des grammaires, des vocabulaires, des écoutes. Mais c'était très rapidement les changements de ville. Moi, j'étais chez moi, bon, j'ai venu très rapidement. Mais bon, je me préparais comme ça, mais mentalement, c'était vraiment, je n'ai pas pensé beaucoup. J'ai dit, allez, c'est une bonne opportunité pour toi et pour apprendre la langue. J'aime beaucoup les langues. Et aussi des besoins de sortir, de connaître le monde, les nouvelles villes, les nouvelles villes. Parce que moi, c'est la première fois que j'habite toute seule. Par exemple, moi, je dois gérer mon appartement pour moi et mon, l'indemnisation qu'on reçoit tous les mois, chaque mois pour les services civiques. Et je dois avoir beaucoup d'autonomie. Et ce n'était pas seulement la langue, c'était toute la maturité que je pensais que j'aurais avec cet échange, cette opportunité, cette volontariat. Non, et aussi faire l'action d'être un volontaire et aider bon, les enfants dans les services et les différentes activités qu'on fait. Très bien. Alors justement, toi, Laura, tu as aussi fait une mobilité, mais dans un autre contexte. Tu as d'abord été étudiante avec le programme Erasmus plus études, donc tu vas pouvoir nous en parler. Et maintenant, tu fais un volontariat. Donc, est-ce que tu pourras nous expliquer la différence de posture que vient de nous expliquer justement Elena en tant que volontaire et celle que tu as eue en tant qu'étudiante? Et est-ce que tu vois une différence entre ton premier séjour Erasmus plus études et maintenant ton volontariat européen dans le cadre du dispositif Corps européen de solidarité? Oui, oui, en effet, je me présente. Et comme je dis, j'ai 22 ans et je viens d'un village dans le nord de l'Italie. Et maintenant, je suis ici à Angers comme volontaire avec Maison de l'Europe, Angers Maine-et-Loire. Et oui, j'ai étudié langue appliquée et les dernières années d'études, je devais partir en Allemagne, à Dresde, comme étudiante Erasmus pendant 10 mois. Mais à cause du Covid, la mobilité a été réduite à 5 mois.
Mais quand même, l'expérience Erasmus a été très enrichissante pour moi et c'était très important parce que j'ai connu beaucoup de personnes et j'ai découvert un nouvel pays, une culture très différente à la mienne. Et donc, c'était une expérience vraiment importante. Et quand on est en Erasmus, tous les autres étudiants sont dans la même situation que nous. Donc, on est dans un pays qu'on ne connaît pas, avec une langue qu'on ne maîtrise pas totalement. Et donc, c'est très facile de créer des rapports interpersonnels. Et donc, je l'ai vraiment aimé. Et quand je suis rentrée en Italie, j'avais encore envie de faire des expériences internationales et de partir à l'étranger. Et c'est pour ça que j'ai postulé pour être volontaire CES. Et puis, je suis partie en janvier, le 10 janvier, pour faire cette expérience de 6 mois ici à Angers. Et les choses qui me motivaient étaient l'envie d'apprendre la langue parce que je voulais réviser mon français. Et ici à Angers, avec Maison de l'Europe, on fait des interventions dans les écoles, avec les lycéens, les jeunes. Et donc, utiliser la langue, c'était une partie importante de la mission. Et aussi partager, par exemple, mon expérience Erasmus et montrer aux jeunes comment partir avec plusieurs systèmes, avec plusieurs opportunités qu'on a avec l'Union européenne. Et aussi, on fait des débats, des événements, et on fait de la radio. Donc, c'était des thèmes que j'aimais beaucoup. Et en général, je peux dire que je suis très satisfaite et enrichie par cette expérience qui malheureusement n'est pas complètement connue par les jeunes. Et avant, j'avais peur de perdre du temps euh, et oui, de prendre du temps en ma carrière universitaire et académique. Mais en réalité, je pense que cette expérience met vraiment en valeur et une personne avec ses compétences et ses habiletés. Et en parlant de différence entre Erasmus comme étudiant et volontariat CES, je peux dire que l'Erasmus comme étudiant, c'est plus encadré sur le thème d'études et l'objectif est vraiment de découvrir une nouvelle manière d'étudier les thèmes fondamentaux de notre domaine d'études. On peut vraiment échanger les idées avec pas seulement les autres étudiants, mais avec aussi les professeurs. Et aussi, on peut s'imaginer comment un futur professionnel dans un autre pays de l'Union européenne peut être. Et vraiment, on découvre une manière différente. Aussi, par exemple, les cours sont peut-être différents. On peut avoir un laboratoire ou en présentation des étudiants. Et c'est vraiment ça le but de comparer différentes manières de voir en étude. Et par exemple, moi, quand j'étais en Allemagne, je pouvais faire ma recherche pour la thèse et ça a été très, très utile et j'ai pu aussi me confronter avec les professeurs et aussi j'avais à disposition la bibliothèque universitaire. Et donc, c'est vraiment encadré sur le plan académique, tandis que les volontariats CES est vraiment pour s'enrichir comme personne et pour améliorer les compétences personnelles qu'on a et aussi les côtés humanitaires. Et par exemple, on améliore la flexibilité, la communication interpersonnelle, l'être capable de s'adapter comme Elena a dit, trouver son autonomie, son indépendance. Et donc, c'est plutôt oui, sur le plan personnel. Et pour les démarches, je pense que pour l'Erasmus études, les démarches administratives et bureaucratiques sont un peu plus
compliqué, tandis que dans le CES, on est suivi pendant tout le temps par une structure d'envoi et une structure d'accueil. Et donc, les documents ne sont pas un problème. Dans mon cas, pour l'Erasmus comme étudiant, mon université ne suivait pas beaucoup les étudiants parce qu'on était très nombreux. Et donc, c'était un peu plus difficile. Aussi, on doit être toujours en contact avec le professeur qui suit notre cas. Et ça n'est pas toujours facile parce que le professeur répond un peu plus en retard. On a aussi beaucoup de deadlines, de dates à respecter. Et donc, j'ai remarqué aussi cette différence qui peut être aussi importante. Mais en tout cas, toutes les deux expériences sont des expériences que je recommande et qui offrent vraiment une ouverture sur le reste de l'Europe et sur les autres personnes. Donc, je conseille. Ok, très bien. Alors, ben, merci pour cette analyse comparative. Alors, justement, Madame Kaufmann, est-ce que vous pourriez nous apporter quelques précisions sur... Elles nous ont parlé toutes les deux de structure d'accueil, de structure d'envoi, de suivi proche d'un volontaire beaucoup plus que d'un étudiant. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce dispositif européen qui s'appelle le Corps européen de solidarité, un nom un petit peu barbare pour tout simplement désigner du volontariat européen? Oui, ben, il y a effectivement des points communs, puisque dans les deux cas, on est sur de la mobilité assez longue, en fait, entre de 2 mois à 12 mois pour le Corps européen de la solidarité, 6 mois à, on va dire 11 mois pour le service civique international, avec plutôt de la mobilité individuelle, mais bon, pas systématiquement non plus. Un tutorat, donc un professionnel ou un bénévole engagé qui va accompagner le jeune à l'accueil, à son arrivée, pour qu'il s'approprie un environnement, en fait, par définition, qui ne lui est pas familier, et puis qui soit s'approprie une mission ou discute avec la structure qui l'accueille de comment il va pouvoir mener au mieux des envies de s'engager, en fait, en fonction des activités de la structure qui l'accueille. Donc voilà, sur les grandes lignes, il y a des points communs. Après, sur un plan plus administratif, effectivement, on peut repérer des petites distinctions. Le volontaire du corps européen, on lui attribue finalement une indemnité, en fait, qui va couvrir les frais de la vie quotidienne, que ce soit l'hébergement, la nourriture, son trajet. Tandis que le volontaire du service civique, cette indemnité, elle est vraiment uniquement dédiée à une sorte de contribution, finalement, contrepartie à sa mission, sur laquelle il cotise. Donc, voilà, c'est plus exactement le même type de statut sur le plan financier. Après, en termes de volume aussi, d'argent perçu par le jeune, ça dépend du pays, en fait, finalement, dans lequel part le jeune, puisque selon le niveau de vie dans le pays où le jeune exerce sa mission, son indemnité va être plus ou moins majorée, importante, finalement. Il peut y avoir des volontaires qui, finalement, dans des pays, je sais pas, d'ancienne Europe de l'Est, je dirais, en fait, l'indemnité peut être un peu justement ajustée, en fait, alors que pour le volontaire de service civique, il a tout le temps la même indemnité, quel que soit le pays où il part. Donc, voilà, ça fait aussi partie peut-être des ajustements interculturels, je dirais, à prendre en compte quand on prépare le jeune au départ sur les conditions de vie dans le pays où il va arriver. Est-ce qu'au contraire, c'est un jeune qui part plutôt dans les pays du Nord, où là, le niveau de vie va être supérieur pour un Français. Et en tout cas,
il y a, voilà, ça fait partie aussi finalement d'une certaine manière de l'accompagnement du jeune. Hein. Il y a une assurance, il y a une indemnisation et c'est aussi ce qui rend possible cette mobilité en fait. Hein. Et cette prise d'autonomie en fait aussi, hein, qu'il y a pendant plusieurs mois partis à l'étranger, loin de sa famille, des adultes auxquels on est habitué en fait, hein, et où il s'agit, comme le disait Elena, de se débrouiller tout seul, gérer son logement, intégrer une structure qu'on ne connaissait pas, quoi. Donc, moi, je vois plus de points communs dans le fond. Après, ça va être la gestion finalement de l'indemnité versée qui concerne presque plus la structure que le jeune lui-même en fait. Alors, Julie, il y a des questions, je pense, dans le chat. Oui, justement, donc on repart pour une question pour Laura et Elena, donc une question de Marie qui demande comment vous avez entendu en fait parler de ces programmes et je profite peut-être aussi une question qui nous a été posée pendant les inscriptions. Comment vous avez trouvé vos logements? Parce qu'on a pas mal de questions sur les logements. Alors, les situations diffèrent souvent, mais donc voilà, comment vous avez entendu parler des différents programmes et comment vous avez trouvé vos logements à l'étranger, enfin en France pour vous. Et donc là, comme ça, on va pouvoir rebondir sur la dernière phrase de Madame Kaufmann sur la gestion. Alors, la parole est à vous, Elena et Laura. Bon, d'accord. Bon, moi, dans mon cas, j'ai trouvé ce projet parce que, bon, dans le passé, je me suis inscrite à l'école des volontaires européens, mais je n'ai mais c'était mon père, il travaillait dans une Europe directe de la ville où j'habite, à Espagne. Et il m'a donné l'information du poste. Ce n'est pas, ce n'est pas, je pense que ça a été par chance que j'ai trouvé cette information. Et c'est là-bas quand j'ai envoyé mon CV, la lettre de motivation. Après, j'ai fait un entretien avec Hélène. Mais oui, sinon, mais je ne connaissais pas les services civiques avant. Mais bon, sinon, bon, ça, c'était pour chance, je pense. Et très bonne chance. Et après, pour les logements, et ça, c'est une chose, par exemple, mon logement, c'est une chose qui me donne ici à la ville. Je ne dois pas chercher rien parce que c'est, bon, dans cette ville, il y a cette particularité parce que ce n'est pas toujours comme ça. Mais ici à La Roche-sur-Yon, il y a toujours un logement, les logements, un appartement pour différents volontaires. Pas seulement les services civiques qui fait le service civique à service des relations internationales, parce que normalement, il y a d'autres volontaires, mais cette année, ils n'ont pas. Donc, je suis toute seule dans l'appartement, mais c'est ça, ils ont un appartement à disponibilité et pour loger à les volontaires qui viennent ici à faire son service. Alors ça, c'est la grosse différence entre le service civique et le corps européen de solidarité. C'est que dans le cadre du volontariat européen, corps européen de solidarité, il y a obligation par la structure d'accueil de mettre à disposition un logement, ce qui n'est pas le cas sur le service civique. Alors justement, Laura, comment toi as-tu identifié cette mission de corps européen de solidarité, de volontariat européen? Oui, et moi, justement, en Erasmus, il y avait un de mes amis qui avait fait cette expérience, mais en version short terme, donc ça veut dire une durée plus courte. Et donc, je me suis informée et j'ai postulé la demande après quand je suis rentrée et je ne savais pas vraiment euh, quoi faire et comment suivre mes études et donc j'ai décidé de postuler euh, pour faire le Corps européen de solidarité. Et pour les logements, comme vous avez dit, tout est fourni par le Corps européen de solidarité et donc aussi l'hébergement. Et en effet, j'étais dans un foyer de jeunes travailleurs de la ville d'Angers. Mais ils donnent aussi
la chance de changer. Par exemple, moi, j'étais dans les foyers, mais je voulais encore plus avoir une immersion dans la langue française et donc j'ai décidé d'aller dans une colocation avec des filles françaises pour améliorer encore plus ma langue. Je rebondis peut-être juste, Laura, parce que quand tu es partie en Erasmus à Dresde, comment tu as pu trouver ton logement? Parce que peut-être pour ceux qui sont dans le cadre d'un volontariat, ils ont leur équipe, voilà, l'association ou la structure qui les accueille, qui peut les aider, mais ceux qui arrivent en Erasmus plus études, des fois, ils ne sont pas trop aidés. Donc, comment ça s'était passé pour toi niveau logement? Oui, en effet, pour l'Erasmus, c'était différent parce qu'il y a personne qui euh, cherche ton hébergement. Et dans mon cas, il y avait dans le site de l'université une liste des dortoirs ou oui, de résidences où les étudiants peuvent aller. Et donc, j'ai postulé pour un de ces dortoirs. Puis, il était en 2021. Et donc, il y avait un peu moins de personnes qui partaient en Erasmus. Donc, il y avait plus de places dans les dortoirs. Mais j'ai sais de personnes qui sont parties en Erasmus qui ont fait beaucoup de démarches pour trouver un logement parce que c'est pas toujours facile dans des villes grandes. Alors, je rebondis sur le chat parce qu'il y a Angela qui nous dit, et si ceux qui n'ont pas cette chance comme vous, Elena, d'être informés, où trouver l'information si nous n'avons pas non plus de maison de l'Europe près de chez nous? Alors, est-ce que tu peux nous en dire, ou Madame Kaufmann, peut-être, vous pouvez nous en dire plus sur l'existence de cette plateforme où trouver les offres? Oui, alors, mais la plateforme, il faut la connaître. Enfin, je pense que la question de, pardon, j'ai oublié d'Angela, elle est encore en amont, puisqu'elle évoque voilà, les mairies, les écoles. Et c'est vrai qu'il y a toute une action maintenant depuis au moins 4 ans, même plus, de sensibilisation dans les lycées, notamment avec des lycées qui accueillent des volontaires européens ou internationaux pour que les lycéens, finalement, connaissent, je dirais, en rencontrant des volontaires, les possibilités de s'engager à l'étranger, en fait. Parce que c'est en amont qu'il faut vraiment aussi faire connaître et faire prendre conscience que c'est possible. Que même si on n'a pas l'habitude, on a un peu peur, il y a un côté aventure, c'est possible. Et les témoignages de ces volontaires qui sont en mission dans les lycées, je pense que c'est presque le meilleur moyen, en fait, de faire connaître et de convaincre. Parce qu'après, effectivement, aller sur la plateforme, alors soit de l'Union européenne, soit de l'agence du service civique, je dirais c'est une interface assez classique. On va rechercher le pays selon je sais pas, les besoins des jeunes. Est-ce que ça va être la thématique de la mission? Est-ce que ça va être le pays? Est-ce que ça va être le calendrier? Là, ça dépend des jeunes. Mais le plus dur, c'est déjà de faire connaître tous ces dispositifs, toutes ces opportunités de pouvoir partir en volontariat, et puis que les jeunes se disent oui, c'est pour moi, je peux le faire en fait. Sachant que c'est l'occasion peut-être aussi de dire, je crois que Laura l'a évoqué en fait, pour le Corps européen de solidarité, on peut partir et des séjours à court terme et du volontariat à court terme et à long terme. Donc partir moins longtemps, 2 semaines, ça peut peut-être être un moyen d'essayer de se rendre compte que si oui ou non, c'est possible, on s'y retrouve et on a envie d'aller plus loin et de faire un volontariat plus long en fait. Hélène, ton micro est coupé. Ça fait partie des erreurs classiques de Zoom. On s'y remet petit à petit. Excusez-moi. Donc, oui, c'est ce que je disais, justement pour savoir si on veut s'engager plus ou moins longtemps. Il y a au départ une envie
qui doit naître sur cette envie de s'engager. Donc, on va peut-être passer au témoignage suivant sur l'engagement justement citoyen européen, parce que là, finalement, on a deux exemples, Laura et Elena, qui sont engagés dans une action d'intérêt général, parce qu'on répète bien que ces deux dispositifs de service civique ne peuvent pas se faire dans des entreprises privées à but lucratif, mais bien dans des structures à but associatif ou municipaux, paramunicipaux. Et d'ailleurs, on est en train de vous mettre dans le chat les liens vers les plateformes dont on a parlé pour identifier les missions, puisque ce chat, ce webinaire, pardon, c'est aussi l'occasion de faire passer l'information. Donc, pour le Corps européen de solidarité, on vient de vous mettre le premier lien qui vous permet de faire un volontariat financier par la Commission européenne. Et le deuxième qui viendra après, c'est celui du service civique, donc financé par l'État français. Alors, revenons sur la base au départ de qu'est-ce qui fait qu'un jeune a envie de s'engager et dans quelle mesure il s'engage. Et là, j'ai le plaisir d'inviter Alicia à prendre la parole. Qui est une jeune fille donc, de La Roche-sur-Yon, et j'en dis pas plus pour qu'elle puisse se présenter elle-même. Donc, Alicia, sur l'engagement citoyen européen, qu'est-ce que tu peux nous dire en partant de ton propre exemple? Alicia, il faut juste que tu ouvres ton micro. C'est tout bon pour nous. Alicia? Alors, je vois que son micro est ouvert, mais pas de bruit. On a peut-être un problème. Alors, le temps qu'Alicia, peut-être dans ces cas-là... C'est un petit slide-do en attendant? Oui, tout à fait. Alors, Julie, tu as coupé ton micro aussi. C'était un test, ça marche. Moi, je m'entends bien, mais bon. Alors, donc, vous repartez sur slido.com et vous avez le code 705 371. Donc, question, ou scanner le QR code d'ailleurs. Question facile ou pas d'ailleurs, vous êtes-vous déjà engagé dans une action ou un projet sur l'Europe? Donc, oui ou non? Là, je vous laisse le temps de vous connecter. Donc 50-50, ah, ça change. Donc, un peu plus de non pour l'instant. Sachant qu'il n'y a rien à gagner hein, sur ces sondages, à part la joie de participer. Donc oui, alors à 60% quand même, hein, vous êtes engagés. C'est vrai que dans les inscrits, on a des professionnels de la jeunesse et des jeunes. Donc c'est peut-être engagé en tant que participant ou en organisateur. Donc, on reste quand même sur du oui en majorité. OK. Et donc, question en plus. Alors, si oui, sur quelle thématique? Et donc là, vous répondez. C'est un nuage de mots, hein, tout simplement. Donc, vous répondez librement. L'écologie. Super. Donc, les mots qui seront les plus utilisés seront en plus gros la jeunesse, l'art, l'éducation, le patrimoine, l'éducation à nouveau. Alors là, ça va peut-être être que les personnes qui sont engagées, bien sûr, qui vont répondre sur les thématiques. Culture. Donc c'est quand même assez varié, hein. Alors, ça serait jeunesse qui gagnerait en thématique d'engagement, orientation des jeunes, je viens de voir apparaître. Alors justement, la jeunesse, on va lui passer la parole. Alicia, je pense que là, tu as réussi à trouver le son. Nous entends-tu? Alicia. Je vois. Le micro est ouvert, mais là, j'avoue que...
serait trop facile que toutes nos intervenantes, ça marche super bien. Il fallait qu'il y ait une intervenante qui bug un peu quand même. Alors, justement, on va peut-être passer dans ces cas-là, le temps qu'Alicia trouve la solution, peut-être de reconnecter son son. Il y a une petite touche pour cela. De passer la parole à Madame Hélène Battard, qui va nous en dire un petit peu plus sur une forme justement d'engagement des jeunes avec les chantiers de jeunes. Alors, votre micro, Madame Battard. Il s'agit d'une forme d'engagement sur le court terme, puisqu'en général, les chantiers de jeunes durent entre 1 à 3 semaines. J'avais demandé à ce qu'on puisse, pour introduire mon intervention, peut-être passer un film une vidéo qui a été réalisée par Concordia. Est-ce que ce serait possible, Julie? Je vais donner le lien en tout début de... Je crois que c'est dans le chat. C'est Anissa qui gère. Ouf. Voilà, merci. Prendre soin de plus de 2000 ans d'histoire. Natalia, 21 ans, est arrivée du Mexique pour rejoindre 11 jeunes venus de tous les coins du monde. Dans cette plaine d'Aubigny-Racan, ils entretiennent les vestiges d'une nécropole gauloise, d'un temple, de thermes et d'un théâtre romain. J'ai eu pas mal de propositions, mais ce chantier a attiré mon attention parce que je suis étudiante en architecture et nous étudions aussi ce type de vestiges archéologiques. Nettoyage, ratissage, entretien du sentier touristique, tous les matins, Thaddeas, jeune étudiante tchèque en biologie animale, est à pied d'œuvre. Pour moi, c'est plus des vacances. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis venu, c'est que toute l'année, pendant mes études, je fais travailler ma tête, je dois réfléchir, toujours réfléchir, écrire des pages, et ici, je peux débrancher. 2 animatrices de l'association Concordia encadrent ce chantier organisé depuis 6 ans par le département de la Sarthe. Elles soulignent l'importance de tels partages d'expériences et de connaissances. Ils veulent montrer une bonne image d'eux-mêmes, une bonne image de leur pays justement. Ils posent énormément de questions pour ne pas faire de fautes. Ils demandent souvent si le travail est bien fait, s'il faut le recommencer. Donc ils sont très courageux pour ça et on est très fiers d'eux. Ça leur permet de venir en France et pas de faire tous les trucs de touristes, aller voir la Tour Eiffel, aller voir les Champs-Élysées et le Mont-Saint-Michel. Là, ils peuvent venir en France et vraiment vivre avec des Français, rencontrer des locaux, etc. Et donc vraiment échanger avec la population. Et c'est un peu des vacances utiles. Nul doute qu'à la fin de leur séjour, ces jeunes venus de Russie, Corée du Sud, Turquie, Hollande ou Pays-Bas seront de dignes ambassadeurs de notre patrimoine archéologique. Voilà, alors donc la vidéo se termine sur les termes patrimoine archéologique, mais il y a beaucoup d'autres domaines d'engagement possibles. Hein. Ça va de donc la restauration ou la valorisation du patrimoine à la protection des espaces naturels, en passant par l'aménagement du cadre de vie. Je pense que j'ai pu, lors des visites que j'ai faites, voir dans un cadre urbain un embellissement d'un quartier à travers des fresques qui avaient été faites par les jeunes du chantier, ou également ça peut être par exemple l'aménagement d'un gîte de randonnée. Hein, donc aménagement du cadre de vie. Ça peut être également une action de solidarité internationale. Je pense à ce qui a été fait par, toujours dans notre région, l'association Animage, qui par exemple, dans une structure d'accueil de personnes en situation de handicap en Grèce, a procédé à l'aménagement du jardin, ou également il y a un autre chantier dont l'objectif était, par exemple, en Tunisie, l'aménagement d'un bibliobus. Hein. Donc, ça donne une idée de tout ce qui est possible en termes d'engagement dans les différents domaines. Ce n'est pas uniquement la restauration ou la valorisation du patrimoine, même si ça reste quand même un des domaines importants.
Pour ce qui est important de dire, je pense, par rapport au chantier, c'est que la dimension sociale humaine est omniprésente. Hein. C'est 100% de vie en groupe, donc avec contact avec les autres bénévoles, contact avec les encadrants, les animateurs pédagogiques et techniques, mais aussi avec les jeunes. Il y a souvent une dimension de travail en commun avec des jeunes locaux et puis des gens qui peuvent venir visiter ces chantiers, hein, qui sont parfois situés sur un sentier de randonnée. Donc, les sentiers, c'est d'abord avant tout une rencontre interculturelle, hein, qu'ils aient lieu en France ou hors du territoire français. L'objectif, c'est de réaliser ensemble un projet utile à la collectivité. Alors, ces chantiers, on peut les faire tout près de chez soi. Hein. Il y a des chantiers même qui, je pense à l'association à l'image qui propose des chantiers dans notre département, qui propose des chantiers d'une semaine à des jeunes dès l'âge de 11 ans. Hein, ou ça peut être un peu plus loin dans sa région, ou ça peut être au niveau du national. Alors, il y a beaucoup de chantiers dans le sud, notamment dans le sud-est ou dans le nord, moins dans l'ouest de la France, c'est vrai, mais on essaie de les développer. Et puis, il y a les chantiers internationaux. Alors, quand on dit chantier international, on pense chantier hors territoire français. Or, je pense que c'est important de dissocier les chantiers internationaux entrants des chantiers internationaux sortants. Parce qu'on peut, dans un premier temps, si on a envie de s'engager, mais si l'idée de la mobilité internationale est encore pas tout à fait mûre, on peut s'engager aussi dans des chantiers internationaux sur le territoire français, hein, où on va rencontrer des jeunes d'autres pays, comme on a pu voir sur la vidéo là, qui a été faite par Concordia. Et ça peut être un tremplin pour ensuite se lancer dans l'aventure de chantiers dans d'autres pays de l'Union européenne ou hors Union européenne d'ailleurs. Hein. Donc, je pense qu'il y a une gradation qui est intéressante dans ce qui est proposé. Pour ce qui est de l'âge, on peut participer à un chantier bénévole à partir de 14 ans en France, à partir de 16 ans dans certains pays d'Europe et 18 ans dans d'autres pays. La majorité des chantiers se déroulent en juillet-août, bien sûr, hein, comme je l'ai expliqué, sur un temps court, 2 à 3 semaines. Il arrive que certaines associations proposent durant l'année, en week-end, ou pendant les petites vacances scolaires, des temps d'intervention, d'engagement. Je pense notamment à l'Union Rempart sur le site d'Herpignac, le château de Ranrouette, où il est possible de s'engager pendant les week-ends. Donc, il faut aller sur le site Les Amis du Château de Ranrouette. On peut se poser la question, on dit, alors, restauration du patrimoine, oulala, mais moi, je ne sais pas faire. Non, mais il n'y a pas de prérequis. Les seuls prérequis, c'est l'ouverture d'esprit et la motivation. Un chantier, c'est un lieu où on apprend. Hein, on est là pour apprendre des techniques avec des personnes qui sont formées à la fois à les transmettre et qui connaissent ces techniques. Et puis, on apprend aussi le maniement d'outils. Hein. Voilà. Pour ce qui est quand on pense chantier, on pense travail, mais c'est pas que du travail. Hein. On vient pour apprendre des techniques, mais on vient surtout et avant tout pour partager des temps collectifs. Hein. Ça peut être des temps collectifs autour de la préparation de repas, de l'aménagement du lieu de vie, etc. Hein, les temps de partage de repas sont souvent, moi j'ai pu le constater lors des visites que j'ai faites, hein, des temps très riches d'échanges interculturels. Et puis, c'est aussi du temps de loisir, hein, parce que les jeunes qui viennent d'autres pays ou qui viennent d'autres régions, ils viennent pour découvrir également le lieu où
où ils ont choisi de s'engager. Donc, ça peut être une descente de Loire en kayak, ça peut être la visite du musée David d'Angers à Angers, ça peut être le château de Nantes, qui permet aussi de s'enrichir culturellement. Alors, pour ce qui est des conditions de participation financière, puisque ça a été évoqué aussi, en général, c'est relativement minime, mais ça n'est jamais gratuit. Hein. Il y a une participation qui est demandée pour couvrir la pension, hein, l'adhésion à l'association, l'assurance. Donc, ça, c'est variable d'une association à une autre. Il faut aller sur leur site, aller sur le site de Concordia, aller sur le site de Cham, aller sur le site de l'Union Rempart et voir ce qu'ils proposent. Et il y en a pour, je dirais, à peu près toutes les bourses. Il y a, pour ce qui est des Pays de la Loire, il faut savoir que le Conseil régional propose une aide à l'inscription. Hein, via l'IPAS jeune, hein, qui permet d'avoir une aide de 60 €. Hein, pour ce qui est des chantiers qui concernent les mineurs également, certaines associations acceptent les bons de la caisse d'allocation familiale. Hein. Bon, alors, j'ai parlé de certains chantiers dans notre région. Je crois que c'est très intéressant pour les jeunes que ça intéresserait de s'investir en Pays de la Loire, d'aller voir les informations qui vont être réactualisées très très prochainement, puisqu'on s'est réunis la semaine dernière par le CRIJ des Pays de la Loire, maintenant appelé InfoJeune. Donc, aller sur le site infojeune.fr permet de connaître toutes les possibilités qui sont offertes dans la région. Et puis également, les associations qui sont investies dans la région, je pense à Concordia, je pense à Cham, je pense à Rempart, permettent également aux jeunes Ligériens de faire des expériences dans d'autres pays. Hein, Cham beaucoup sur l'outre-mer, et puis Concordia en Europe, hors d'Europe, et l'Union Rempart, idem. Voilà. Je pense que j'ai à peu près fait le tour de tout ce que j'avais à dire sur les chantiers. Est-ce que vous auriez des questions peut-être ? Alors justement, il y avait une question dans le chat de répéter l'adresse, enfin les contacts. Alors, le site, c'est info au pluriel -jeune au pluriel.fr. Et ça permet d'avoir, il y a toutes les opportunités qui sont offertes en Pays de la Loire, mais également il y a un lien vers le site du collectif Co-Travaux qui liste un certain nombre d'associations investies dans les chantiers, et également vers l'Union Rempart, hein, qui également propose des chantiers, comme je l'expliquais, dans toutes les régions françaises et également à l'international, comme Concordia. Tout à fait. Voilà. Hélène, ton micro. Et en effet, sur le site Co-Travaux, vous allez pouvoir retrouver sur la page, hein, sur la partie gauche de votre écran, les associations membres. Et là, vous allez voir toutes les différentes associations qui proposent des chantiers internationaux. Alors, Madame Battard, j'aurais une question. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y en a pour toutes les bourses, mais ça commence à partir de quel tarif? Alors, je m'attendais à cette question. C'est un peu difficile je n'ai pas du tout envie de les mettre en concurrence parce que ce qui est offert, c'est très différent d'un chantier à un autre. Ça va d'un chantier de 3 semaines à 125 € plus 20 € d'adhésion à l'association à un chantier qui sera un petit peu plus cher, qui est de l'ordre de 350 €, mais toujours pour 3 semaines. Avec parfois la possibilité de s'inscrire pour des jeunes qui habiteraient tout près du lieu en demi-pension, voire de faire simplement 1 semaine et pas 3 semaines. Hein. C'est des opportunités qui sont proposées. Voilà. Je n'ai pas forcément envie de nommer les associations, je laisse les jeunes aller voir par eux-mêmes qui propose quoi. Hein. Mais bon, c'est vrai que je pense qu'il ne faut pas oublier les possibilités qui sont offertes par le Conseil régional pour ce qui est de l'inscription au chantier pour les jeunes Ligériens.
hein, donc quand même 60 € d'aide pour l'inscription, c'est pas si mal. Par contre, ce qui est à noter, c'est que les frais de déplacement ne sont pas couverts par les associations. Eh bien, merci pour cette introduction qui peut être justement, comme vous le disiez, la première étape d'un engagement. Et Madame Kaufmann, je vais vous passer la parole parce qu'on a une petite vidéo à présenter peut-être des jeunes qui ont eu dans leur jeunesse plus précoce cet engagement citoyen pour l'environnement et qui, en grandissant, eh bien, se sont lancés dans une aventure un petit peu plus importante qui a donné après la possibilité pour eux de déposer un dossier de demande de cofinancement auprès de la Commission européenne. Mais on va d'abord regarder la vidéo et après, Mme Kaufmann viendra nous donner des informations sur comment la Commission européenne peut aussi participer à des idées que les jeunes peuvent avoir et pour pouvoir aller encore plus loin dans leur engagement citoyen. Donc, on vous propose d'abord une petite vidéo sur une association nantaise qui s'appelle les Coursiers Nantais. Les rues de Nantes sont à la fois le bureau où se prennent les décisions et le lieu de l'activité. En scope, depuis janvier dernier, les coursiers nantais sont devenus une entreprise dont les salariés sont aussi les actionnaires. Ça marche, merci. À tout de suite. Des anti-Uber en quelque sorte. Vélos, vêtements, des formations, un salaire régulier, tout ce qui fait une entreprise à vocation sociale. L'objectif social va un peu plus loin parce que le but c'est aussi de donner un travail dit administratif un maximum de coursiers selon ses compétences, ses envies. Donc il y en a un qui va se retrouver à faire coursier et la logistique, coursier et la facturation, coursier mécanicien. L'objectif c'est vraiment d'avoir chacun un travail administratif supplémentaire pour aller au-delà et puis de se dire demain s'il veut partir, s'il veut changer de métier, il a déjà une base. Livrer des colis à vélo, c'est parcourir une 50aine de kilomètres chaque jour. Mais pas la peine d'avoir déjà grimpé le Tourmalet. Il faut aimer pédaler et puis si on n'aime pas le vélo, on va vite être dégoûté du métier et c'est pas le but parce que c'est un métier qu'on fait avant tout par plaisir. Le matin, c'est le pain, qui va des boulangers vers les tables des restos du centre-ville. Le concept zéro émission des coursiers nantais a séduit d'emblée des jeunes commerçants soucieux de leur empreinte environnementale. Nous, on travaille beaucoup avec les restaurateurs nantais, donc avec une vingtaine de restaurants, qui tous les matins ont besoin d'être livrés en frais à travers la ville. Et du coup, on a créé une tournée où les coursiers, en 1 heure, pouvaient livrer une vingtaine de points. Ça nous permet de savoir quelles sont les prochaines livraisons à faire. Il y a une livraison Arlot vers les 3 Pinardiers. Pour pédaler, les coursiers s'appuient sur un logiciel qui ajuste enlèvements et livraisons. Ainsi, la charge de travail est partagée. Il n'y a pas de hiérarchie à proprement parler. On a tous fait d'autres boulots avant. Et du coup, je pense que notre réactivité, notre efficacité, elle émane aussi de ça. Du fait qu'on soit tous des couteaux suisses. L'équipe de 7 sociétaires emploie déjà 4 salariés de plus en renfort. Commerçants ou particuliers peuvent faire appel au vélo cargo pour des transports jusqu'à 180 kg à l'intérieur du périphérique de Nantes. Lorsque je fais de la... Oui, donc. Micro. C'est le running gag du webinaire. Désolée, à nouveau. Donc voilà, cette présentation des coursiers nantais qui, pour les avoir eus au téléphone, malheureusement, ils ne pouvaient pas être là ce soir parce qu'ils étaient pris par d'autres obligations. Mais ils nous disaient qu'en effet, au départ, c'était une initiative d'un groupe. Et peut-être, Madame Kaufmann, vous pouvez nous en dire plus justement sur leur parcours. Et on rebondira sur Alicia qui m'a donné sa voix, en fin de compte, parce qu'elle n'arrive pas à faire marcher son micro. Oui, donc le projet là, dont on vient de voir un petit extrait, c'est un exemple de projet qui peut être subventionné en fait, dans le cadre du Corps européen de solidarité. Donc il y a des conditions, il faut avoir entre 18 et 30 ans, ça doit être un projet collectif. Il faut au moins 5 personnes. Et puis, il faut que ça soit autour d'une thématique qui fait partie des priorités de l'Union européenne. Donc là, on est clairement dans la priorité écologique, en fait, transition verte. Et puis, ensuite, c'est un système de subventionnement finalement assez classique. Il faut que,
rédiger un dossier, le déposer, enfin s'inscrire sur la plateforme du Corps européen de la solidarité. Le lien est envoyé dans le chat tout à l'heure par Anissa, je crois. Déposer sa demande de subvention, sachant que le montage du dossier peut être accompagné, en fait. Le groupe de jeunes, une fois qu'il a son envie et que le groupe est constitué, peut tout à fait s'appuyer sur une association qui va l'accompagner à rédiger le projet pour qu'il soit lisible, on va dire, par les collègues de l'Union européenne. Et puis, ça peut être aussi une association, finalement, qui dépose le projet pour les jeunes, carrément. Si le statut associatif est un peu compliqué ou artificiel pour les jeunes en question. Et ça permet d'obtenir pour un projet jusqu'à 500 € par mois. Donc, le projet peut s'étaler sur 2 à 12 mois. Donc, voilà, évidemment qu'un projet qui s'étale sur 12 mois, c'est un projet plus conséquent qui va donc permettre d'obtenir une subvention plus conséquente. Et les jeunes en question, là, les coursiers nantais, on voyait que pour eux, il y avait un enjeu professionnel, d'insertion professionnelle, de lancement finalement d'une activité, mais ça peut être beaucoup plus militant, je dirais, d'une certaine manière, ou en tout cas sans enjeu de salariat à côté. Ça peut être un projet qui s'exerce le week-end, en fait, ou le soir, ou pendant les vacances. Enfin, ça peut vraiment être un projet assez bénévole, finalement, de la part de jeunes qui sont motivés pour s'engager sur les thématiques prioritaires. Donc, ça peut être aussi les thématiques de l'inclusion. C'est un projet autour de l'inclusion, autour de le développement de la langue des signes ou d'adaptation de la société pour éviter les situations handicapantes, que ce soit sur le plan moteur ou psychique ou autre. Et donc, il y a 2 rendez-vous dans l'année où vous pouvez déposer vos dossiers. 2 appels à projets, en fait, ou round, pour reprendre le vocabulaire européen, où vous pouvez déposer votre dossier en avril et en octobre. Donc, voilà pour les grandes lignes de ce type de projet. Et là, on est dans un des 2 grands programmes de l'agence Erasmus+, le Corps européen de solidarité. Il y a aussi tout un ensemble d'actions qui peuvent être soutenues dans le cadre d'Erasmus+, jeunesse et sport. Que ce soit des échanges de jeunes, des séjours de jeunes, des séjours d'acteurs de jeunesse, en fait. Il y a aussi d'autres mobilités courtes, en fait, qui sont dédiées soit à l'apprentissage de la citoyenneté, ou voilà, encore une fois autour des priorités européennes ou des questions de politique de jeunesse. Et bon, je ne vais pas tout décliner là, ce serait indigeste, mais voilà, pour ceux que ça intéresse, notamment les acteurs de jeunesse qui veulent accompagner des groupes de jeunes ou des actions de jeunes, il y a vraiment tout un panel de dispositifs. Et là, on a déjà eu quelques aperçus, en fait, à travers les différents témoignages. Et tout ça peut s'articuler, en fait. Du chantier de jeunes bénévoles jusqu'au départ de professionnels de la jeunesse, pour se former avec d'autres professionnels de jeunesse. Il y a vraiment toute une gradation très riche, en fait. Alors, la question de Angela, et l'âge butoir 18-30 ans. En tout cas, pour ce programme-là en particulier, des projets solidaires dans le cadre du Corps européen de solidarité. C'est en général la tranche pour Erasmus+, quels que soient les programmes. Ouais. Alors justement, on va vous proposer un cas concret avec Alicia qui, ça y est, a retrouvé le son. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est d'écouter Alicia et que vous puissiez l'analyser pour savoir s'il serait éligible éventuellement à un cofinancement européen. Donc, Alicia, la parole est à toi. Bonjour, déjà, excusez-moi pour tous les problèmes. Et donc, moi, je suis dans le lycée Pierre Mendès France à La Roche-sur-Yon. Et je fais partie de l'association PMF Active for Climate, qui n'est pas vraiment une association, mais plus un collectif d'élèves qui mènent des projets tels que, par exemple, un potager. Donc, on est plus sur le thème de l'écologie. Et on a participé à la Journée de l'Europe l'autre jour pour présenter ce qu'on fait à beaucoup plus que juste notre lycée, mais vraiment à tous ceux qui peuvent nous écouter. Et
on a l'aide aussi de professeurs qui nous encadrent, mais le collectif est surtout entre élèves, donc c'est-à-dire de la seconde à la terminale. Et les CPE et toute l'administration nous soutient énormément dans nos projets, comme donc un projet potager, un projet braderie, où on s'échangeait les vêtements, c'était pas payant, on donnait et donc on pouvait prendre. On a aussi un journal où on parle de l'écologie en général. Et pour faire entendre notre voix et comprendre mieux les choses, on a été sur le terrain avec un voyage à Mille-Dieu qui a été organisé en fin mars et dont on a rencontré du coup de nouvelles personnes pour nous aider, des personnes comme en seconde qu'on ne connaissait pas et qui nous ont aidés à mener d'autres projets. Voilà. Bon, ben, merci pour ce projet très complet. Alors, Madame Kaufmann, qu'en pensez-vous? Alors, est-ce que ce sont des lycéens, du coup, les acteurs de ce projet? Oui, on est tous lycéens et parfois des professeurs qui participent aussi avec nous. J'ai pas entendu. Pour compléter, en fin de compte, ce qui les unit, c'est leur lycée, mais ils le font de façon volontaire. Par exemple, ce projet est né pendant les confinements des 2 dernières années et ils venaient sur leur temps personnel volontaire les mercredis après-midi et moi je leur tire mon coup de chapeau parce que ils nous avaient sollicité aussi Europe Direct pour leur donner un petit peu des indications, mais on les laissait vraiment faire et ils ne sont pas rattachés directement au lycée pour ces actions-là. Alicia, tu confirmes? Oui, exactement. En fait, on n'est pas une association, c'est ce que je disais au début. On est vraiment un collectif où on est rattaché au CVL et à l'association du lycée qui est l'espace lycéen. Mais nous, en tant que collectif, on ne peut rien faire qui touche à l'argent ou tout ça. Donc en fait, tous nos projets doivent passer par l'administration parce qu'on est dans un lycée, mais aussi le CVL et l'espace lycéen. Ce qui pourrait finalement prolonger le projet existant et du coup un peu dans le type d'action financée dans le programme Erasmus+ Jeunesse et Sport, c'est si ce projet était un moyen d'interpeller par exemple les élus locaux, de les sensibiliser aux objectifs écologiques, de coopération, d'apprentissage de la vie, du travail en groupe, etc. Et là, je pense que ça pourrait correspondre au projet de participation de jeunes qui sont ouverts pour les 13-30 ans, où il s'agit, l'enjeu, c'est justement d'apprendre à coopérer, à participer au débat public, à dialoguer avec les décideurs, à participer à la société civile. Il me semble qu'on est plutôt dans cette philosophie-là, dans ce que vous décrivez. Et du coup, là, ça pourrait être un projet, il me semble, éligible. Alors, je sais que ma collègue Angevine assiste au webinaire, donc peut-être elle peut compléter si elle a une suggestion ou une idée. Oui, parce que je pense qu'à travers cet exemple, en fin de compte, on a plein de jeunes qui sont dans le même cas de figure, qui partent de leur engagement au lycée. Donc, c'est pour ça que ce témoignage était intéressant parce que, en fin de compte, derrière, il y a plein de jeunes qui sont comme eux. Et souvent, ils se disent, oui, mais on va arrêter parce qu'on ne sait pas comment continuer. Donc, je vous écris dans le chat l'intitulé précis là, du programme. Et vous avez le descriptif. Et là aussi, il y a des dates, en fait, des appels à projets. Là, je vous avoue que je crois que c'est 3 fois par an, si ma mémoire est bonne. Donc, le prochain, ça serait peut-être plutôt à l'automne, en fait, pour du coup la rentrée prochaine, en fait. Les projets de participation des jeunes, c'est l'action clé 154, pour être précis.
Alors, j'en profite, vous nous tendez une perche parce que sur les territoires, les centres d'information Europe Direct sont là aussi pour accompagner et réorienter les jeunes. Donc, n'hésitez pas, vous qui êtes derrière les écrans, à vous rapprocher du centre Europe Direct le plus proche de chez vous pour avoir justement les interventions. Et nous, on pourra vous mettre en relation avec des personnes comme Madame Battard ou Madame Kaufmann pour mener à bien votre demande de cofinancement auprès de l'Union européenne parce que il y a des fonds. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Madame Kaufmann, le montant qui a été voté pour justement les programmes Erasmus+, Jeunesse et Sport? Dans leur totalité? Qu'est-ce qui est à disposition des jeunes? On est à plus... Pour l'année, en fait, sur l'exercice budgétaire 2021-2027, on est à plus de 28 milliards d'euros votés par les parlementaires européens. Donc, ça laisse quand même pas mal de possibilités. Oui, alors après, c'est à partager entre tous les jeunes d'Europe sur tout un tas d'actions. Mais là, par exemple, si on est sur les projets de participation, ça peut monter, c'est un maximum, jusqu'à 60 000 euros. C'est un maximum. Notamment, ça peut inclure de la mobilité. Donc là, tout de suite, ça fait gonfler, je dirais, le budget. Oui, parce que ça, c'est l'intérêt aussi, Mme Kaufmann, c'est que ces jeunes peuvent aller partager leur expérience avec d'autres jeunes dans d'autres pays européens, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Mais ce n'est pas non plus obligatoire. Donc là encore, on est dans... Ce qui est intéressant, c'est que ça reste ouvert et ça permet une progression aussi, en fait, dans un parcours de jeunes qui s'engageraient, notamment grâce à la mobilité européenne, en fait. Parfait. Alicia, est-ce que tu as d'autres questions à poser éventuellement? Je n'ai pas vraiment de questions, mais j'ai des précisions. On a déjà partagé notre collectif avec un collectif espagnol. Donc, la semaine dernière, on a eu une réunion avec un professeur espagnol qui gère aussi, pareil, un collectif écologique dans son lycée à lui. Et donc, on cherche encore comment on pourrait participer, comment on pourrait les rencontrer et justement faire quelque chose ensemble donc, qui rassemblerait deux établissements dans l'Europe et pour une cause commune. Là encore, alors là, on est vraiment dans l'échange de jeunes qui en plus émane d'un partenariat déjà existant. Donc, c'est l'idéal, quoi. Vous avez déjà, grâce à votre engagement, pu entrer en contact, créer un début de partenariat. Et donc, il y a des financements possibles, des échanges de jeunes. Et là, la fourchette d'âge, c'est 13-30 ans encore. Si vous montrez que ça correspond à l'une des priorités, à des thèmes prioritaires de l'Europe, que vous montrez en quoi cet échange va vous faire grandir, vous faire apprendre collectivement, que vous montrez comment ça vous autonomise aussi, en fait, en étant responsable. Vous avez un financement. Et puis, alors, il faut quand même une association qui vous accompagne ou qui vous soutient dans la démarche. Vous avez intérêt à vous tourner vers une association, alors soit en lien avec le lycée, soit une association spécialisée, en fait, dans la mobilité, pourquoi pas les questions environnementales. Mais là, on est vraiment dans le cadre de l'échange de jeunes, de l'action clé 152, et pour les 13-30 ans, et c'est une belle illustration, effectivement. Et on aurait tout à fait pu imaginer que le projet vraiment démarre localement avec un engagement via le potager ou la braderie, etc., qui se déploie ensuite dans une mobilité et un échange. C'est un bel exemple, en fait, d'engagement qui conduit à la mobilité et qui se développe grâce à la mobilité, en fait. Eh bien, finalement, d'avoir mis ce témoignage à la fin, c'était pas plus mal. Donc, merci en tout cas pour vos réponses, aussi bien Mme Battard que Mme Kaufmann. Julie, je te laisse la parole. Oui, donc l'heure tourne, donc on va passer à la toute fin de notre webinaire et vous proposer à nouveau de repartir sur Slido. Alors,
Hop, donc voilà, vous repartez sur slido.com, 549 840 et la question, mais même pour les intervenantes également, qu'attendez-vous de l'Europe? Donc là, on est sur à nouveau un nuage de mots, hein, pas de propositions, c'est à vous de créer vos réponses. Il me semble qu'on peut même mettre plusieurs réponses. Donc, qu'attendez-vous de l'Europe en tant que jeune, en tant que professionnel de jeunesse, en tant que personne lambda? Donc voilà, je vous laisse compléter. Hop. Donc slido.com. Et le code c'est 549 840. Donc, aide financière déjà pour commencer, ah bah oui, ça c'est sûr que c'est le nerf de la guerre, hein, le financement, de la mobilité. Alors ça c'est vrai que l'Europe, niveau mobilité, on a quand même pas mal de chance. Alors plein d'autres propositions, lutte contre les inégalités, justice, solidarité, réseau de partenaires, coopération et partage, mobilité et aide financière qui sont quand même au top des préoccupations, collectif. Donc déjà un bon petit échantillon de réponses, hein, justice, oui, qui est important. Alors c'est vrai que surtout avec l'actualité, c'est important. Donc voilà, aide financière, mobilité et justice en réponse, on va dire, les plus plébiscités dans ce nuage de mots. Je vois aussi développement. Alors, développement. Le plurilinguisme. Là. Ah oui, je me disais, je pense qu'il manque un petit bout. Oui. Notre nuage de mots a ses limites quand même. Hein. Donc, on va peut-être terminer là-dessus. Alors, un grand merci à tous. N'hésitez pas si vous avez quelques dernières questions, un petit mot de la fin peut-être, si vous le souhaitez. Sinon, on vous souhaite... Remercier aussi tous ceux qui se sont inscrits et qui ont suivi et qui nous ont envoyé en amont vos questions. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous, les Europe Direct, comme on vous le disait tout à l'heure. Merci beaucoup pour vos témoignages qui ont été très complémentaires, je pense. Merci aussi à nos deux expertes qui vont apporter la matière aussi pour donner les solutions et surtout les belles opportunités qui sont à notre disposition à tous. Donc, merci à tous et on vous donne rendez-vous au nom de tous les Europe Direct en Pays de la Loire. Donc, je rappelle, Europe Direct en Maine-et-Loire à Angers, Europe Direct en Vendée à La Roche-sur-Yon, Europe Direct en Pays de la en Loire-Atlantique à Nantes, Europe Direct en Sarthe à la ville de Le Mans, la maison de l'Europe du Mans, pardon. Et pour la Mayenne, nous sommes Europe Direct basé à Laval. Donc, merci à tous. On vous souhaite un très bon mois de l'Europe. Le 9 mai, je vous rappelle, hier, c'était la journée de l'Europe et nous avons justement ces jours-ci les résultats de la consultation citoyenne qui s'appelait la conférence sur l'avenir de l'Europe que je vous invite à consulter aussi, vous, pour en connaître les résultats parce que tout ce que nous avons dit ce soir, c'est aussi la parole qui a été donnée depuis les plus jeunes jusqu'aux plus âgés pour exprimer leur souhait de volonté pour l'avenir de l'Europe. Et donc, une compilation a été faite de cette consultation qui a duré 1 an. Et donc, nous allons pouvoir voir comment peut-être demain, les traités vont peut-être être réformés, si on écoute ce qu'a dit Madame Ursula von der Leyen hier, et comment justement le Conseil de l'Union européenne va s'en saisir, puisque je vous rappelle que nous sommes en pleine présidence française du Conseil de l'Union européenne jusqu'à la fin du mois de juin et que la France présente ses résultats et va nous dire quelles sont les propositions qui vont être retenues après par les 3 institutions que sont la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne, en tenant compte de la voix des citoyens des 27 pays membres de l'Union européenne. Donc, merci à tous. On vous donne rendez-vous peut-être pour un prochain webinaire sur ce thème-là. Et on vous souhaite une très belle fête de soirée. Merci Madame Kaufmann, merci Madame Battard, merci Laura, merci Alicia et merci Elena et merci Julie. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci beaucoup à vous pour l'organisation. Merci. Merci, au revoir. Et bonne soirée. Bonsoir. Au revoir.